Zo'n 14 miljard jaar geleden spatte het zogenaamde oeratoom uit elkaar en het heelal, ruimte en tijd ontstonden. We weten nu dat deze hypothese klopt, maar in de jaren 20 van de vorige eeuw dacht men dat het heelal altijd bestaan had en zo'n beginpunt, zo'n Big Bang, leek een onwaarschijnlijk idee. Het zou tot de jaren 60 duren voordat de grondlegger van deze theorie, de Belgische priester en kosmoloog Georges Lemaître, gelijk zou krijgen. Wie was deze vader van de Big Bang? Wij vragen het aan zijn biograaf, professor Dominique Lambert, die ons rondleidt op de Lemaître tentoonstelling in het Eurospace Centrum van Transin. Alors, professeur Lambert, qui est Georges Lemaître? Alors, Georges Lemaître est ici avec ses frères. Il est né en 1894 dans une famille de Charleroi. Son père était propriétaire d'une verrerie. Il est né donc dans un pays de mines et on le destinait à devenir ingénieur des mines. Mais il est devenu cosmologiste. Oui, parce qu'il a commencé effectivement ses études d'ingénieur des mines, mais très vite ce sont les questions fondamentales qui l'intéressaient et on sent bien que les questions de sciences appliquées l'intéressaient beaucoup moins et la guerre de 14 va interrompre ses études d'ingénieur des mines et après il va prendre le chemin de la physique et des mathématiques et devenir le cosmologiste que nous connaissons. Il prend part souvent en première ligne à la bataille de l'Yser, comme volontaire. Et comment est-ce qu'il sort de la guerre? On pourrait dire que Lemaître sort de la guerre comme d'une période à la fois de forte épreuve, de souffrance, mais à la fois aussi il en sort comme après une période de réflexion, de maturation spirituelle. Et certainement, pendant cette période, le maître a pris conscience à la fois de l'importance de la vie spirituelle et à la fois a déjà en tête toute une série d'idées cosmologiques, scientifiques. Alors, Georges Lemaître est devenu célèbre parce qu'il était l'initiateur du Big Bang. Mais quelle était son hypothèse? Lemaître a été le premier à proposer une hypothèse, une théorie de l'univers en expansion qui expliquait le mouvement des galaxies lointaines. Donc l'idée est un univers qui gonfle comme un ballon en fonction du temps, emmenant les galaxies posées sur ce ballon, si vous voulez. Et effectivement, si nous passons le film à l'envers, nous assistons nous voyons un univers qui, d'une certaine manière, se comporte comme un ballon qui dégonfle. Et donc, dans un passé lointain, disait Lemaître, on peut imaginer, on peut se retrouver dans une situation où toute la matière et toute l'énergie étaient condensées en un seul paquet, en un seul quantum d'énergie-matière. Et Lemaître appelle cela l'atome primitif. Et il y voit, d'une certaine manière, l'état initial de l'univers. À partir de la désintégration de cet atome primitif, disait-il, eh bien, suite à l'expansion de l'univers, eh bien, la matière se pulvérise et puis, en s'agglutinant, redonne les étoiles, les galaxies, etc. Alors, on sait aujourd'hui que cette hypothèse comme telle n'est pas juste, mais ce qui est correct, c'est effectivement, dans les limites de l'observation, c'est de voir un univers qui a dû commencer dans un état de très haute concentration, température, etc. Donc c'est lui le premier qui risque cette hypothèse audacieuse qui serait de dire l'univers a commencé à un moment fini dans le passé, l'univers a une histoire et il a peut-être un commencement physique. De evolutie van de wereld is als het einde van een vuurwerkspektakel. Met de laatste rode rookpluimpjes, nog wat rook en as. Wij staan op een afgekoelde sintel, zien zonnen langzaam uitdoven en we trachten de verdwenen schittering van het ontstaan der werelden te reconstrueren. D'où vient le nom Big Bang? Oui, Big Bang n'a jamais été utilisé
par Georges Lemaître. Non, c'est par dérision. Hein? Oui, c'est ça. Donc il parlait plutôt d'un feu d'artifice primordial. C'est par dérision, c'est une moquerie qui a été introduite par Fred Hoyle dans une émission de la BBC, justement pour un peu se moquer de l'hypothèse d'un début, entre guillemets, explosif de l'univers. Alors, Fred Hoyle, comme Einstein d'ailleurs, n'aimait pas, et Eddington non plus d'ailleurs, cette idée d'un début, d'un commencement de l'univers, parce que, disaient tous ces physiciens, ça fait trop penser donc à la création. Parce qu'il était un prêtre, quelque chose... Oui, on se moquait parce oui. qu'il était un prêtre Oui, et il voulait avoir un début. Mais c'est-à-dire que probablement c'est une moquerie qui est gentille parce qu'on sait que Georges Lemaître et Hoyle humainement Oui. s'appréciaient et étaient même d'ailleurs partis à un moment en vacances ensemble. Mais probablement que dans l'esprit de toute une série de physiciens, le fait que Lemaître soit prêtre laissait peut-être planer un doute sur l'introduction de cette hypothèse de l'atome primitif. Certains lui reprochant d'avoir peut-être introduit ce début de l'univers, cette hypothèse de l'atome primitif, comme une sorte d'argument en faveur d'une théologie de la création. Mais c'était tout l'inverse. Car d'une certaine manière, Lemaître montre que le début de l'univers peut être décrit par la thermodynamique, par la mécanique quantique, donc par la physique. Et donc chez Lemaître, certainement à partir de 1931, il y a une volonté de bien montrer que les questions théologiques et philosophiques sont pertinentes, mais elles sont dissociées, elles sont autonomes par rapport à cette question du début physique naturel de l'univers. Oui, finalement, après 40 années, ou après 30 années, il a eu la preuve. La preuve est venue de Penzias et Wilson. Oui, c'est ça. C'est en 65 qu'arrive ce résultat extraordinaire de Penzias et Wilson, la découverte du rayonnement de fond, rayonnement cosmologique de fond, qui amenait la preuve que, d'une certaine manière, l'univers avait commencé par un état très condensé, très, très chaud. Et Lemaître a appris cela en 65, alors qu'il était d'ailleurs hospitalisé à Leuven, et il l'a appris de son collaborateur technique, son assistant qui était Odon Godard, et il lui a appris qu'effectivement on venait de découvrir ces traces des premiers moments de l'univers. Alors, Einstein proposait un modèle d'univers stationnaire. Comment a-t-il réagi initialement à la théorie de Lemaître? On pourrait dire que Einstein a réagi deux fois négativement aux idées de Lemaître. Une première fois en 1927, quand Lemaître avait proposé son idée d'univers en expansion, justement comme Einstein en 1917 avait proposé un univers statique, un univers qui ne bouge pas en fonction du temps, il avait, disons, un a priori négatif par rapport à l'idée d'un univers en expansion. Mais progressivement, comme ce modèle expliquait le décalage vers le rouge des galaxies, la loi de Hubble, donc il s'était plus ou moins converti à cette idée de l'univers en expansion. Mais la deuxième réaction négative d'Einstein, c'est quand Lemaître avait proposé l'hypothèse de l'atome primitif, le commencement naturel. Et ça, Einstein, qui d'une certaine manière le rencontrait souvent au début des années 30 à Pasadena, par exemple, donc aux États-Unis, Einstein lui disait « Non, pas cela, cela évoque trop l'idée de création ». Et la réponse de Georges Lemaître? Et évidemment, la réponse de Georges Lemaître, c'était de se défendre et de montrer que non, la singularité initiale, ce début, ce commencement naturel, est une notion qui est définie parfaitement dans le cadre de la relativité générale, donc des sciences, de la physique. Et Lemaître a eu beaucoup de mal à, disons, introduire l'idée que c'était une idée qui avait un sens proprement physique. Alors, plus tard, Einstein va dire « Lemaître est probablement celui qui a le mieux compris la relativité ». Donc, il va changer d'avis alors. Oui, donc en 1933,
Einstein avait été, on pourrait dire, hébergé par les Belges. C'est le roi Albert et la reine Elisabeth qui ont pris sous leur protection Einstein. Et là, Einstein donne des séminaires, des conférences, et il se rend compte qu'effectivement, le maître, et peut-être aussi Théophile de Donder de l'ULB, mais le maître certainement comprend très bien sa théorie. Et de cette période-là naît une véritable amitié et une connivence entre les deux hommes, Einstein estimant effectivement que le maître était un excellent interlocuteur pour répondre à un certain nombre de questions, et en particulier ces questions embarrassantes sur le fait de pouvoir ou non passer à travers la singularité initiale. Certainement que le maître a, dans les années 30, une très très grande popularité. Les extraits de journaux, la presse le montre très souvent, le montre en compagnie d'Einstein. Il fait des conférences dans des lieux prestigieux des États-Unis. Et donc, effectivement, c'est un personnage qui a posé beaucoup de questions. Et on l'interroge sur son modèle scientifique, mais on l'interroge aussi sur, dans le fond, les deux chemins qu'il suit, le chemin de sa vocation sacerdotale et le chemin de la recherche scientifique de pointe. Il a même une lettre du président des États-Unis, Roosevelt, à le maître. Oui, oui. Donc sa popularité est telle que des personnages importants, même du monde politique, lui posent des questions. Et entre autres, effectivement, il y a cette lettre du président des États-Unis, Roosevelt, à l'abbé le maître, lui demandant d'une certaine manière de dire un certain nombre de choses sur les conditions de vie des Américains, profitant de son expérience, puisqu'il faut savoir que le maître, à partir de 1925, a fait des grands voyages où de fait il a visité les grands observatoires des États-Unis, mais il a rencontré énormément de gens et a pu se rendre compte de la vie à l'intérieur des États-Unis. Et donc effectivement, il est consulté pour ces questions-là aussi. Alors il y a des photos ici, c'est Eddington, je crois. Oui, donc c'est son professeur à Cambridge en 1924. Ça, c'est un cahier. Alors ça, c'est la première page de l'original du manuscrit de l'hypothèse de l'atome primitif. Et c'est écrit sur un carnet d'étudiants, un cahier d'étudiants, car le maître avait l'habitude de rédiger ses manuscrits et ses résultats de calcul sur des petits cahiers, souvent des cahiers d'étudiants. Le maître était un calculateur aussi. Oui, Georges Lemaître était un passionné de calcul numérique et de machines à calcul, et c'est lui qui a introduit en 1958 le premier ordinateur à Louvain, ordinateur que vous avez ici, avec tout son environnement. Et le maître était un passionné, on peut dire qu'il est un des premiers programmeurs et informaticiens européens. À la fin de l'examen, en étant encore capable d'avoir un petit peu de présence d'esprit et d'être capable de dire son nom et des choses de ce genre-là. Le professeur à Louvain, mais il n'était pas tellement bon professeur, je crois. Évidemment, tout dépend de ce que l'on entend par un bon professeur. Certainement que le maître a communiqué sa passion pour la recherche, mais certainement dans une pédagogie qui n'est peut-être pas celle d'aujourd'hui. Le maître se permettait, disons, de montrer un chercheur en action, mais on peut dire que d'une certaine manière, les étudiants l'ont toujours bien apprécié, puisqu'il était très généreux, il donnait de bonnes notes aux étudiants et était très convivial. Mais on peut dire que si effectivement la plupart de ses cours passaient peut-être au-dessus, certainement au-dessus du niveau de ses étudiants, il a réussi à communiquer quelque chose. De hypothese van het oeratoom staat volgens mij los van iedere filosofische of religieuze vraag.
Ze laat de materialist vrij om elke transcendentie te ontkennen. Voor de gelovige sluit zij elke poging God te kennen uit, in overeenstemming met het woord van Jesaja over de verborgen God. Verborgen, zelfs op het moment van de schepping. En 51, Georges Lemaître manifeste son désaccord avec un discours du pape Pie XII. De quoi s'agit-il? Dans un discours en 1951, peut-être le pape Pie XII, se laissant aller par son admiration pour l'astronomie, pour les travaux de Lemaître, avait, disons, utilisé des propos qui semblaient aller dans le sens d'un certain concordisme. Et même si le pape avait quelques réserves prudentes là-dessus, c'est clair, et Georges Lemaître, qui avait l'habitude de séparer ce qui est de l'ordre de la science et ce qui est de l'ordre de la foi, avait émis quelques réserves sur certains accents du discours, mais probablement que ce qui gênait peut-être plus Lemaître, c'est que le pape avait mis en avant sa théorie, et Georges Lemaître disait « mais ma théorie n'est pas encore validée par les observations ». Et en 1952, Georges Lemaître a profité d'un voyage qu'il faisait vers l'Afrique du Sud pour aller trouver des personnes au Vatican et a demandé au pape de ne plus mettre en avant son hypothèse de l'atome primitif en lui disant probablement que nous n'avons pas encore les données d'observation pour valider la théorie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Pie XII a écouté Georges Lemaître. Alors Pie XII connaissait les travaux de Georges Lemaître, il estimait Lemaître, et en fait Pie XII, de 1952 à sa mort, n'a plus jamais, on pourrait dire, utilisé ou fait référence à cette hypothèse de l'atome primitif. Donc il ne faut pas voir un désaccord profond, il faut plutôt voir le fait que Lemaître a été embarrassé, au point de vue intellectuel, par le fait qu'on mettait en avant une théorie qui n'était pas encore prouvée, et d'autre part que certains accents du discours allaient dans un sens qui était celui d'un rapprochement peut-être trop grand entre la cosmologie physique et la théologie, alors que Lemaître essayait de distinguer les deux domaines. Waren twee wegen naar de waarheid. Ik besloot ze allebei te volgen. Ik hoef geen conflict op te lossen. De wetenschap heeft mijn geloof in de religie niet ondermijnd. En de religie heeft mij nooit doen twijfelen aan mijn wetenschappelijke conclusies. Alors, Georges Lemaître parlait de deux chemins pour atteindre la vérité. Lesquels? Alors, Georges Lemaître, dans une interview en 1933, dans le New York Times Magazine, disait « J'ai suivi deux chemins vers la vérité, le chemin de la science et le chemin de la foi. Je les ai suivis tous les deux. Ces chemins n'ont jamais porté ombrage l'un à l'autre, n'ont jamais interféré l'un sur l'autre. Il a suivi de fait le chemin exigeant de la recherche scientifique de pointe et le chemin exigeant de la foi et de sa vocation sacerdotale. Alors ces deux chemins, il avait décidé de les suivre très tôt, puisque d'une certaine manière c'est à l'âge de 16 ans qu'au collège des Jésuites à Charleroi, il sent le même mois, dit-il, un appel à la recherche scientifique et aussi à une vocation sacerdotale. Lemaître est nommé président de l'Académie pontificale. Oui, donc en 1960, Jean XXIII nomme Lemaître comme président de l'Académie pontificale. Il est membre depuis 1936. C'est une académie prestigieuse, pluraliste. On trouve des croyants, des non-croyants, des athées. Et c'est une académie qui recrute sur base du niveau scientifique. On y trouve Schrödinger, on y trouve Dirac, on y trouve de Duve, il est membre de l'Académie pontificale. Donc Georges Lemaître va se retrouver président de cette institution prestigieuse et va ouvrir largement cette académie qui est un beau témoignage de l'ouverture que l'Église a vis-à-vis
de la science contemporaine, Pie XI considérant d'ailleurs que c'était d'une certaine manière un lieu extrêmement important pour le dialogue entre science et foi. Vous êtes philosophe de sciences à l'université de Namur. Pourquoi ces livres sur le maître? Alors il y a probablement une origine lointaine, c'est le fait que mon grand-père m'avait fait lire l'hypothèse de l'atome primitif. Il y a aussi que j'ai eu la chance d'avoir cours avec des élèves et on pourrait dire des collaborateurs de Georges Lemaître, mais il y a aussi et surtout que je voulais comprendre en profondeur les contributions de ce tout grand scientifique belge du XXe siècle. Je voulais comprendre quelles étaient ses contributions et la manière dont il était parvenu à ces contributions majeures de la cosmologie. Quelle est son importance pour l'histoire selon vous? Alors on retiendra certainement le nom de Lemaître comme l'un des tout grands physiciens du XXe siècle pour avoir d'une certaine manière expliqué la loi de Hubble. C'est le premier qui explique pourquoi d'une certaine manière les galaxies ont ce mouvement, galaxies lointaines ont ce mouvement que nous connaissons. On retiendra aussi son nom pour être le premier à avoir risqué, dans le fond, l'idée du Big Bang, même si le terme n'était pas employé par lui, mais on peut dire que c'est l'un, avec Gamow, l'un des deux pères de cette hypothèse d'une singularité initiale. Donc on retiendra, dans le fond, son nom pour avoir introduit l'histoire dans la cosmologie physique, d'avoir introduit l'historicité au cœur de la physique, pour avoir été l'un des fondateurs de la cosmologie physique contemporaine. J'ai l'impression qu'on ne connaît pas Georges Lemaître comme une personne très importante en Belgique. Oui, peut-être qu'aujourd'hui encore, Lemaître reste largement méconnu, peut-être par une sorte d'humilité qui est proprement belge, on ne le met peut-être pas suffisamment en évidence. On pourrait dire qu'on devrait, c'est un devoir pour nous, que de mettre en avant celui qui maintenant, par le monde entier, est reconnu comme l'un des pionniers de la cosmologie physique contemporaine. Et on devrait, cette année du 80e anniversaire de l'hypothèse de l'atome primitif, on devrait effectivement profiter de cette occasion pour faire connaître plus largement ce personnage de tout haut niveau qui est une de nos gloires belges. Qui est-il pour vous? Alors, Lemaître, pour moi, est certainement un très grand scientifique, un exemple de chercheur audacieux, de quelqu'un qui allie la théorie et le respect des observations que nous apporte l'astronomie. Donc c'est pour moi un tout grand scientifique, mais c'est aussi pour moi un exemple intéressant aujourd'hui, un homme qui montre que l'on peut avoir des convictions profondes, des convictions religieuses, et en même temps être un grand scientifique sans que les deux sans que l'un ne fasse obstacle à l'autre. Et je pense que Lemaître est pour moi un exemple important à une époque où parfois on mélange science et foi de manière indue. Lemaître montre comment, d'une certaine manière, et c'est pour ça je pense qu'il est important pour nous tous, comment on peut suivre deux chemins dans une recherche de la vérité. Quel était le sens de la vie pour Lemaître? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez lu quelque chose là-dessus? Mais probablement que le sens est celui que sa foi lui donnait. Le sens du monde est une réalité créée et voulue par Dieu et dont le terme est cette union à Dieu. D'ailleurs, dans les textes de Ruysbroeck, il a beaucoup travaillé cette question de l'union de l'homme à Dieu est centrale, et je pense que c'est en arrière-fond de sa réflexion spirituelle et théologique, même s'il ne l'a jamais thématisée comme telle et écrite comme telle, car il n'était pas ni un théologien ni
ni un philosophe et qu'il se gardait d'intervenir à ce niveau-là. Mais probablement que le sens, c'est ça, c'est le sens profond. Sinon, il n'aurait pas donné, disons, sa vie comme prêtre. Il est clair que le sens, c'est pour lui Dieu et cette union à Dieu. Même s'il y a une très très grande pudeur et un grand respect de la discrétion, car le maître ne parlait que très rarement et même pratiquement jamais en public de cette question-là. Si vous me permettez, quel est le sens de la vie selon vous? Je pense que je rejoindrai assez ce que je viens de dire maintenant. Pour moi, le sens profond est celui, on pourrait dire, d'une profondeur ou d'une transcendance qui va au-delà de ce que l'on voit et, dans le fond, qui est donné par ce que nous révèle le Christ. C'est le Dieu de Jésus-Christ qui, pour moi, donne ce sens, un sens qui d'ailleurs respecte entièrement l'autonomie du monde, et c'est ce qui est probablement extraordinaire dans la révélation chrétienne, c'est l'idée que le sens profond, Dieu nous laisse une liberté extraordinaire. Donc je rejoindrai assez ce chemin, en tout cas, que nous avait en tout cas tracé le maître. Wanneer de wetenschapper nadenkt over de waarheden van het geloof, weet hij dat zijn kennis over microben, atomen of zonnen hem niet zal helpen of verhinderen één te worden met het ontoegankelijke licht. En dat hij, net als ieder mens, zal moeten streven naar een kinderhart om binnen te treden in het koninkrijk der hemelen.